parquet. Allez, c'est y part. Ok, bonjour tout le monde, je m'appelle Arthur, donc j'ai passé les EDN et les Écosses l'année dernière, et je vais assurer les conférences de Rhumato cette année pour les conférences Hermès. Donc normalement vous avez déjà vu la conférence de cours de Rhumato 1, et là on se retrouve pour le TP, premier TP. Donc en gros, ce qu'on va voir pendant le TP, ça va être des notions qui sont un peu plus transversales, un peu plus en marge du programme de Rhumato. Et pendant ce premier TP, on va surtout se concentrer dans une deuxième partie sur les TCS, voir un peu les stratégies pour y répondre, les modalités. Voilà, voilà. Donc je refais un petit point méthodo, toujours pareil, que vous soyez en quatrième ou en cinquième année. Il faut vraiment s'attarder sur les points les plus importants du programme, considérer chaque UE et plus ou moins chaque item avec la même importance et vraiment bétonner les rangs A et bien connaître les rangs B sans perdre de temps sur les détails. Les modalités de questions, je reviens pas dessus, j'en ai déjà parlé dans la première conférence. Donc, on attaque tout de suite. Premier DP, une patiente de 54 ans, caucasienne, consulte pour une lombalgie basse. Elle a des antécédents d'asthme sévères dans l'enfance et l'adolescence. Elle est mariée avec 2 enfants et travaille comme secrétaire. Elle a dû porter des charges lourdes pendant 2 semaines, mais la douleur s'est installée progressivement, il y a 4 jours, jusqu'à devenir intolérable. Elle n'a pas pu se rendre à son travail ce matin. Donc on est face à une lombalgie aiguë d'installation progressive chez une patiente de 54 ans. Quels sont les signes de l'interrogatoire pouvant vous orienter vers une lombalgie commune? L'absence de symptômes généraux associés, donc de signes généraux, l'amélioration de la douleur au repos, le dérouillage matinal supérieur à 2 heures, une douleur impulsive à la toux, des réveils nocturnes fréquents. Les signes pouvant nous orienter vers une lombalgie commune, donc on a l'absence de symptômes généraux associés, donc des signes généraux, de la température, ça nous aurait orienté vers une lombalgie symptomatique, ça fait partie des drapeaux rouges. L'amélioration de la douleur au repos, ça c'est typique de l'horaire mécanique d'une douleur, donc c'est en faveur d'une lombalgie commune. Le dérouillage matinal supérieur à 2 heures, c'est en faveur d'une douleur inflammatoire, donc ça orienterait vers une lombalgie symptomatique. Une douleur impulsive à la toux, ça c'est très évocateur d'une hernie discale, donc d'une cause de lombalgie commune. Et des réveils nocturnes fréquents, c'est un argument pour une douleur inflammatoire, donc c'est faux. Donc je fais un petit rappel très rapidement sur les lombalgies communes, même si on les a déjà vues lors de la conférence numéro 1. Les lombalgies communes, elles sont toujours d'horaire mécanique, donc une douleur plutôt en fin de journée, le soir, et non la nuit, attention. Aggravée par l'effort, pas de dérouillage matinal, pas de réveil nocturne, mis à part les changements de position. Il y a principalement 2 causes, les hernies discales, ça va plutôt être chez le sujet jeune, on appelle ça, dans le langage commun, on parle de lumbago, donc une lombalgie commune aiguë. Ça va être une douleur brutale, souvent à la suite d'un effort à glotte fermée ou d'un port de charge. La douleur, elle va être mécanique, impulsive à la toux, déclenchée aussi par la palpation, et de localisation médiane. Elle est volontiers associée avec une radiculalgie unilatérale, lorsque l'hernie discale va comprimer une racine. La lombalgie d'origine arthrosique, elle survient plutôt chez le sujet âgé. On a une douleur qui peut être médiane ou unilatérale en fonction de la localisation de l'arthrose. C'est une douleur qui va être plus progressive, moins intense en premier lieu. La douleur, elle sera surtout debout lorsque le rachis sera mis en extension, et donc on aura une attitude antalgique en antéflexion de la colonne vertébrale. On appelle ça le signe du Caddy.
Les facteurs de risque de lombalgie commune d'origine arthrosique, ça va être le surpoids, l'hyperlordose, la scoliose, les instabilités. Et ça va être des douleurs qui vont, comme dans n'importe quel type d'arthrose, en fait, des douleurs qui vont s'illustrer par des accès aigus sur un fond douloureux chronique. Ça peut se compliquer de radiculalgie, comme dans la hernie discale. Ça peut aussi donner lieu à un canal lombaire étroit qui est le stade avancé de l'arthrose vertébrale. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles fait ou font partie du traitement d'une lombalgie commune? INS, kiné, corset, paracétamol, repos au lit. Les INS, évidemment, la kinésithérapie, oui. Le corset, c'est non. Pourquoi? Parce que l'immobilisation, elle n'est pas indiquée, elle n'est pas recommandée. La seule immobilisation qu'on peut faire, ça va être avec une ceinture lombaire pour limiter les mouvements à l'origine des douleurs. Mais le corset, c'est quelque chose qui va limiter beaucoup trop l'immobilité et ça va être un obstacle à la rééducation et à la réduction des douleurs. Le paracétamol, évidemment, c'est indiqué, et le repos au lit, c'est non. Il faut encourager le patient à être actif. Petit rappel sur la prise en charge des lombalgies communes, donc antalgique, palier 1, palier 2, INS. On peut discuter de la mise en place d'une ceinture lombaire pendant une courte période. En cas de lombalgie chronique, on n'oublie pas tout ce qui est prise en charge prise en charge avec un psychothérapeute, pour lutter contre les drapeaux jaunes, la prise en charge notamment avec le milieu professionnel, la rééducation avec de la kiné active pour lutter contre les raideurs et renforcer les muscles de la ceinture lombaire. Voilà. L'évolution sous traitement médical bien conduit n'est pas satisfaisante et la patiente consulte de nouveau après 2 mois. Elle a vu apparaître progressivement une douleur du membre inférieur droit, de topographie L5. La douleur est impulsive à la toux, d'horaire mécanique. Il existe une lombalgie basse en barre. Cliniquement, vous notez une inflexion antalgique du rachis, un rachis lombaire raide, un signe de LASEK direct à 20 degrés et un LASEK croisé à 50 degrés. Vous évoquez donc une lombosciatique L5 droite sur conflit disco-radiculaire. Parmi les propositions suivantes, quel muscle est dépendant du territoire moteur de L5? Donc là, c'est une question à réponse unique. Je vous laisse réfléchir 10 secondes. Donc, les gastrocnémiens, c'est non, ça dépend de la racine S1. Le grand fessier, ça dépend des racines S1 aussi, si je dis pas de bêtises. Le moyen fessier dépend de la racine L5, d'accord. Le fléchisseur commun des orteils, ça dépend de la racine S1. Et l'iliopsoas dépend des racines L2, L3. Donc, l'examen clinique d'une lombosciatalgie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tester le membre inférieur avec plusieurs manœuvres. La manœuvre de Laseg qui va consister, comme vous voyez sur la photo, en une flexion jambe tendue de la cuisse sur le bassin. Le signe, on va le considérer positif en cas de déclenchement d'une douleur sur le trajet nerveux. D'accord? Donc ça va signer la présence d'une lombosciatique, d'une sciatalgie. Donc là, dans ce cas-là, il est positif. Le signe de Léry, c'est pour mettre en évidence une cruralgie. Et donc, on va mettre le patient en décubitus ventral. On va faire une flexion de la jambe sur la cuisse. Et donc, dans une sciatalgie, le signe de Léry est négatif. Une lombosciatalgie, c'est une lombalgie associée à une douleur neuropathique, donc sur le territoire du nerf conservé. Donc, le nerf sciatique, il passe au niveau postérieur dans la région fessière et il descend en postérieur jusqu'au pied. Il est dépendant des racines L5 et S1. Voilà, donc on peut avoir un déficit sensitif, une douleur neuropathique et un déficit moteur des muscles correspondant aux racines atteintes. Ici, on avait une atteinte de la racine L5, donc on a un déficit notamment du moyen fessier et des releveurs du pied.
donc toute la loge antérieure de la jambe. Petit rappel sur une innervation sensitive et motrice au niveau du membre inférieur. Donc au niveau moteur, la racine L1 elle innerve le muscle crémaster. C'est un muscle qui est situé au niveau du scrotum et qui permet la remontée du scrotum. On peut tester donc le réflexe crémastérique en grattant au niveau de la face interne de la cuisse, donc juste ici, au niveau, pour déclencher un réflexe sur la racine L1. Le psoas il est innervé par les racines L2, L3. La racine L4 est en charge du quadriceps et des adducteurs. La racine L5 innerve le moyen fessier et les releveurs du pied. Tous les muscles pelvitrocontariens postérieurs moyen fessier, donc le grand fessier, les ischio-jambiers, ainsi que les extenseurs du pied, sont dépendants de la racine S1. La racine S2, S3, S4, ça va innerver tout le petit bassin, avec les fonctions sexuelles, la miction et la défécation. Donc votre épisode, il a évolué favorablement grâce à un traitement médical. Mais 5 ans plus tard, votre patiente, elle consulte à nouveau. Elle décrit des lombalgies qui évoluent depuis 3 mois. Elle ne se rappelle pas d'un facteur déclenchant. D'après le courrier de son médecin traitant, la patiente n'est pas soulagée par la prise de morphine. Donc on a des douleurs qui sont hyperalgiques. Les radiographies standards sont négatives, tout comme la scintigraphie. Devant l'exacerbation des douleurs, un scanner du rachis lombaire est demandé. Qu'observez-vous sur ce scanner? QROC. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a un scanner en coupe coronale du rachis lombaire. On voit le bassin, on voit certaines vertèbres